Bonsoir. Ngarbou, localité de l'arrondissement de Ndou, département du Ndongamanton, région du Nord-Ouest, n'aura jamais autant été citée avant les tristes événements du 14 février dernier. Des Camerounais y ont perdu la vie. Combien étaient-ils? Dans quelles circonstances? En bref, que s'est-il véritablement passé et qui sont les coupables? À ces questions, l'on a eu droit à des communiqués, contre-communiqués, sortis des partis politiques, de la société civile, du gouvernement et autres organisations non gouvernementales. S'agissant de ces dernières, une est aujourd'hui accusée de manipulation au regard de son rapport qui serait contraire à la réalité. On en parle dans un instant. L'actualité de ces derniers jours a également été marquée par les élections locales. Des élections qui seront reprises dans 11 circonscriptions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parmi les raisons de la reprise, la crise qui sévit dans ces régions-là et toutes les conséquences qu'on lui connaît. Spécialiste de la démocratie et autres questions internationales, l'invité de ce soir, directeur Afrique du National Democratic Institute, NDI, il a contribué à la résolution des crises dans de nombreux pays dans le monde. Le docteur Christophe Fomounio est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là comme d'habitude, même si le contexte est un peu plus difficile que par le passé. Alors il faut dire que ça date quand même de pratiquement un an, votre passage ici. Dites-nous de façon sommaire, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire aujourd'hui? Effectivement, je reviens un an après notre dernier entretien, constater que beaucoup de préoccupations que j'avais à l'époque se sont réalisées malheureusement et que c'est une crise que je voyais venir et que j'avais à essayer d'attirer l'attention là-dessus demeure et sinon c'est détériore. Donc je trouve malheureusement que le Cameroun d'aujourd'hui est est un peu pire que celui que nous avons connu il y a de cela un an, et les risques vont grandissant à ce que la crise demeure et que le pays soit fragilisé jusqu'à son existence même en tant qu'État-nation. Alors, donc de façon sommaire, les élections présidentielles, ça vous revient pas? Ou alors c'est pas primordial maintenant? Non, effectivement, il vous souvient qu'avant les élections présidentielles de 2018, dans les échanges que nous avons eus, l'interview que j'ai accordée à STV, j'avais justement dit que le contexte politique ne s'y prêtait pas et que en début de l'année, il était important qu'on trouve moyen de résoudre la crise ou de la diminuer avant de se focaliser sur les élections. Je crois même avoir dit que, avec le contexte d'alors, il était évident que le Cameroun allait droit au mieux. Et je l'ai dit, certains de mes compatriotes ne l'ont pas compris, certains ont été critiques, mais par la suite, vu comment les choses se sont déroulées en octobre 2018, vu la crise post-électorale qui a émergé après ces élections, vu la détérioration de la crise en zone anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, aujourd'hui, beaucoup me donnent raison d'avoir vu loin et d'avoir essayé de tirer sur la sonnette d'alarme pour que tous les efforts, toutes les énergies soient focalisées sur la résolution de la crise. Parlant de la présidentielle de 2018, j'aimerais que vous fassiez une lecture déjà du scrutin. On reviendra sur la crise post-électorale, sur le scrutin en lui-même. Là, je pose la question à l'expert des questions électorales. Comment est-ce que vous avez constaté, ou alors quelle est la lecture que vous faites du scrutin du 7 octobre 2018? Effectivement, n'ayant pas été présent pendant le déroulement du scrutin, il ne serait pas indiqué que je puisse parler de ce qui s'est passé le jour du scrutin. Mais comme nous le savons, comme beaucoup de Camerounais le savent, une élection, ce n'est pas un événement qui se réalise seulement le jour du scrutin. C'est tout un processus qui va de la période préélectorale, la période pendant laquelle les partis politiques
battent campagne, organisent leurs activités sans entrave jusqu'à la campagne, la période de campagne et la mise en place des institutions chargées de l'organisation des élections, le cadre électoral en lui-même. Donc, si ces différentes étapes ne sont pas réussies, évidemment, le jour du scrutin, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des dérapages. Maintenant, si en plus des difficultés de consensus, de manque de consensus par rapport au cadre électoral dans notre pays, si déjà il y a des réserves par rapport au fonctionnement des partis politiques, par rapport à la gestion même de l'espace public, de l'espace politique dans le pays, des libertés, effectivement, on ne devrait pas s'attendre à ce que ce qui se passe le jour du scrutin soit un reflet d'autre chose que les difficultés de bonne gouvernance et de démocratisation que rencontre notre pays. Vous voulez dire que ce jour-là, où je suppose que vous avez vos yeux ici, vous voulez dire que ça ne s'est pas passé comme il fallait, ça ne s'est pas passé selon le respect des règles de l'art? Non, je ne pourrais pas le dire de cette façon parce que je n'étais pas là le jour même du 7 octobre. Mais j'avais déjà eu à me prononcer dans la période préélectorale et que mes attentes par rapport à ce qui allait se passer le jour du scrutin n'étaient pas très élevées. Et ce qui s'est passé, malheureusement, ne m'a pas surpris. Donc, je crois que tant que nous tâtonnons dans ce cadre électoral à organiser des choses de façon moins transparente qu'on aurait souhaité, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Donc, ce qui fait que même le contentieux post-électoral ne m'a pas surpris. La manière dont ce contentieux a été géré ne m'a pas surpris non plus. Et la manière un peu chaotique et autoritaire, donc la crise post-électorale a été gérée, ne m'a pas surpris non plus. Donc, quelque part, pour ne pas dire, je me sens comme un peu un prophète dans le désert, dans ce sens qu'on tire la sonnette d'alarme, on essaie d'attirer l'attention des gouvernantes sur la manière dont les choses peuvent être bien faites ou mieux faites. On a comme l'impression qu'on n'est pas écouté, mais que certains éprouvent un plaisir à voir le pays aller de crise en crise. Alors, vous n'avez pas été surpris également que moins de 24 heures après la clôture des bureaux, un candidat déclare être élu? Cela, ça vous a surpris ou pas? Non, ça ne m'a pas épaté autre mesure parce que, vous savez, nous sommes à l'ère de la démocratie, nous sommes à l'ère des libertés. C'est des choses qui se passent dans presque tous les pays dans lesquels il y a des élections. Mais vous connaissez le Cameroun. Vous connaissez le Cameroun. Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun. Ouais. Vous connaissez les réalités du terrain. Est-ce que selon vous, c'est possible d'avoir des résultats dans ce laps de temps? Non, je crois que tout le monde sait que c'est l'ECAM, donc l'organe chargé de l'administration électorale, chargé de l'organisation des élections, qui a responsabilité de transmettre les élections, les résultats des élections au Conseil constitutionnel pour proclamation. Mais je ne crois pas qu'il soit interdit aux candidats de faire des annonces devant leurs propres militants. Ça peut se faire sans que ça ne change rien au travail de l'ECAM, ni au travail du Conseil constitutionnel. Donc, si les gens sont tolérants dans leur comportement, ils admettront que de temps en temps, les candidats aux élections puissent faire des annonces, mais que ça soit géré comme une annonce tout à fait normale. Mais je crois que ce qui a vraiment faussé un peu le contexte politique dans la période post-électorale, à mon avis, c'était moins l'annonce, mais beaucoup plus la façon dont l'annonce a été gérée. Alors, si ça avait été considéré comme une simple annonce et que l'ECAM continuait à faire son travail, comme il l'a fait d'ailleurs, jusqu'à ce que le Conseil se prononce, mais le pays n'aurait pas connu une crise post-électorale. Mais c'est parce que pour certains, il était interdit qu'un candidat puisse se prononcer sur quoi que ce soit, encore moins de dire qu'il a bien travaillé pendant l'élection et il espère avoir répondu aux attentes de ses militants, que le pays s'est projeté dans une crise post-électorale qui nous a coûté très cher en termes d'espace de liberté, en termes de dommages, des dommages causés aux individus et en termes de l'image même du pays et aux tensions intercommunautaires que le pays ne cesse de vivre depuis cette période-là.
Mais, docteur, si la loi dit de ne pas faire quelque chose, est-ce qu'il faut être tolérant parce que X raison? Si on sait que la loi dit, c'est elle qui donne les résultats. Vous savez... Est-ce que c'est parce que c'est devant les militants? Est-ce que les militants, ce ne sont pas des Camerounais? Est-ce qu'ils sont hors pays? Non, je comprends bien la question et la motivation de la question. Mais vous savez, lorsqu'on est en domaine politique, il est vrai que les acteurs politiques, les leaders politiques, les candidats surtout, peuvent poser des actes qui vont dans le sens d'un égarement, qui se soit égaré au cours d'une activité ou d'un événement. Mais il incombe aux décideurs de gérer ça. Et leur façon de gérer peut soit amplifier l'impact de cette déclaration, soit la rendre à sa juste mesure, qui est une déclaration politique. Mais lorsqu'on pense que chaque chose doit être gérée comme un enfreint à la loi, donc ça prend un caractère juridique qui peut ne pas cadrer avec le contexte politique d'alors ou la mise en place des espaces de liberté qu'on souhaite. La preuve en est que, après 9 mois de détention à Koningui, tous les leaders politiques ont été libérés. Je suis parmi ceux qui avaient dit très ouvertement et à plusieurs reprises que leur place n'était pas à Koningui et que je ne voyais pas pourquoi ils avaient été arrêtés. Alors quand on les a relaxés 9 mois après, quand on les a mis en liberté, on les a libérés 9 mois après, tout le monde a applaudi. Mais la question, sans se poser la question de savoir, et si on ne les avait pas arrêtés au départ, est-ce que le pays ne se serait pas épargné toute cette agonie, toute cette tension, la mauvaise image que cela a projeté sur le Cameroun? Et est-ce qu'il faut maintenant mettre les 9 mois en perte et profit? Donc nous sommes obligés de tirer les leçons des actes que nous posons et de savoir que par moment, un certain comportement peut diluer l'impact négatif d'une annonce faite par un acteur politique, mais un autre comportement aussi peut aggraver la situation et projeter le pays dans une crise qui est même beaucoup plus compliquée à gérer que l'annonce faite par la simple personnalité en question. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir aussi la libération de ces leaders-là comme une volonté d'apaisement? Est-ce qu'il faut donc balayer d'un revers de la main cette Non, il faut la saluer, mais il faut en même temps faire passer le message qu'on n'aurait pas dû les arrêter au départ. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une position de force qu'il faut priver les citoyens de leur liberté et en se disant, bon, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 9 mois, je ferai un acte de magnanimité pour démontrer que je suis bienveillante à leur endroit et maintenant on va m'applaudir. Non, parce qu'entre-temps, pendant les 9 mois de leur détention, il y a eu d'autres cassures dans la structure sociopolitique du pays qui ne pourront pas facilement réparer, même si les personnalités en question, dont les militants avaient manifesté leur mécontentement, sont maintenant en liberté. Donc on peut faire le bilan des 2 dernières années et se dire que si le professeur Kamto, l'économiste Penda Ekoka, le président Abel Zongan, le professeur Alain Fougué et leurs militants, l'avocat Michel Ndoki, si ces personnalités-là n'avaient pas été arrêtées, sûrement que le Cameroun n'aurait pas connu la tension que nous avons vécue depuis 2 ans et qui continue à se faire ressentir dans les différentes communautés, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit au sein de la diaspora à l'étranger. Après le scrutin, on a aussi quand même observé, assisté même en Mondovision à la première sortie du Conseil constitutionnel. On a eu droit au contentieux post-électoral en Mondovision. Quel est votre avis après cela? Première sortie, coup de maître? Vous savez, c'est un peu relatif et ce n'est pas que je cherche à minimiser des petits pas qui sont faits dans le sens d'avoir beaucoup plus de transparence ou de montrer aux citoyens comment fonctionnent les institutions. Je ne cherche pas à minimiser cela, il faut reconnaître que c'est une avancée, mais nous parlons d'un pays qui était toujours cité en exemple à un moment donné. Nous parlons des actes qui sont devenus des actes normaux dans beaucoup de pays. Est-ce que
nous avons... Est-ce qu'il était nécessaire que nous prenions un tel retard qu'en 2018, lorsque le Conseil constitutionnel tient une séance ouverte, que ça soit applaudi comme une avancée? Cela est considéré comme une avancée parce que nous avons pris beaucoup de retard. Mon espoir serait qu'on va tirer la leçon de tout ça et continuer à œuvrer un peu plus rapidement pour que les institutions démocratiques soient vraiment consolidées et que la bonne gouvernance soit une normalité dans notre pays, alors qu'à chaque fois qu'il y a un acte de poser, on attend à ce que ça soit applaudi. Nous sommes déjà à 2-3 décennies après l'écroulement du mur de Berlin et au moment où beaucoup de pays africains sont en train de faire des avancées vraiment remarquables. Donc, quelle note vous donneriez-vous au Conseil constitutionnel? Non, comme je n'étais pas là à ce moment-là et que c'est une institution qui traite du droit et des libertés des citoyens, j'hésiterais à donner une note. Ce ne serait pas modeste de ma part, ce ne serait pas humble de ma part, mais nous avons encore beaucoup de travail parce que, justement, même si, du point de vue juridique, la décision du Conseil constitutionnel n'est pas sujet à appel, aujourd'hui, il faut reconnaître que dans notre pays, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui questionnent la façon dont le Conseil est arrivé à ses conclusions. Ça, c'est une évidence. Nous avons encore des compatriotes qui se demandent ce qui s'est passé avec 32 procès-verbaux. Nous avons des compatriotes qui se posent encore des questions sur pourquoi les résultats dans certains lieux qui sont assez accessibles n'ont pas été transmis à temps, alors que les résultats sont venus des coins encore plus lointains, sont arrivés beaucoup plus tôt. Donc il y a encore des zones d'ombre que les citoyens lambda continuent à se poser, et même des acteurs politiques continuent à se poser, même si sur le plan du droit, la décision prise par le Conseil constitutionnel ne peut pas faire l'objet d'appel. Mais là, est-ce qu'il ne faut pas questionner, vous les observateurs? Je suppose que vous êtes dans tous les coins pendant ces échéances. Est-ce que là, vous aussi, observateurs, vous ne devez pas dire ce que vous avez observé? Non, je pense que... Pourquoi dans telle zone c'est arrivé plus tard que dans telle autre zone? Je ne sais pas combien d'observateurs il y avait pour cette élection présidentielle. Toujours est-il que les observateurs font leurs observations, des déclarations, des recommandations. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup d'observateurs internationaux pour ces élections. Il y a eu aussi controverse autour de certains observateurs qui étaient arrivés en 2018. Mais plus important encore pour moi, c'est la contribution des observateurs nationaux. Parce que dans beaucoup de pays africains, en ce moment-ci, ou à cette époque, il y a des observateurs nationaux qui se mobilisent en milliers pour observer leurs propres élections. Alors, parce qu'ils sont présents en nombre beaucoup plus significatif, parce qu'ils sont présents dans des coins les plus reculés, ils sont à même de collectionner des informations fiables et de faire des déclarations qui soient un reflet de ce qui s'est passé, un reflet compréhensif de ce qui s'est passé le jour du scrutin. Alors, dans notre pays, est-ce qu'on accrédite, on donne l'accréditation à autant d'observateurs nationaux émanant de la société civile pour pouvoir observer ces élections? Est-ce que ça a été le fait en 2018? Je m'en doute. En plus de cela, il y a le fait que cette élection s'est tenue pendant que la crise battait vraiment le plein fouet dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et que le taux de participation, même pas les dires du Conseil constitutionnel, même pas les rapports de l'ECAM, le taux de participation était très bas, ce qui voudrait dire qu'une grande majorité de la population dans cette région, dans cette zone anglophone, ne s'identifie pas avec ce processus et ce qui s'est passé, ce qui a, d'une certaine manière, aggravé sur le plan politique la crise que connaît la région du nord-ouest et du sud, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors d'une de vos émissions ici en 2018, vous précisiez que aller aux élections dans ces conditions, c'est aller droit au mur. Oui. Vous vous considérez un peu comme un visionnaire?
Comme un visionnaire, peut-être, comme vous le dites, mais aussi comme un prophète dans le dessert. Parce que quand je l'ai dit, certains n'ont pas compris, alors que je voyais les différents ingrédients. Et c'est bien après les élections que certains compatriotes m'ont appelé pour dire, mais vous aviez raison, au moment où vous disiez, on aurait pu s'épargner ce que le Cameroun a connu de 2018 à 2020, on aurait pu épargner tout cela si on avait écouté certains de vos conseils ou de vos suggestions. Bon, n'étant pas dans le milieu de prise de décision, je ne peux que partager mon expérience, partager l'expertise que j'ai, faire des suggestions et des recommandations en espérant que les décideurs sauront intégrer cela dans leur prise de décision. Mais aussi sensibiliser les populations sur le fait qu'il y a des manquements, il y a des crises qui nous tombent dessus, non pas par la faute de ces populations qui voudraient vivre ensemble, qui voudraient participer de manière festive dans leurs propres élections pour désigner ceux qui vont les représenter, mais par la faute de ceux qui sont appelés à gouverner, ceux qui sont appelés à mettre en place un cadre approprié pour que les élections se déroulent dans les bonnes conditions et pour que les citoyens puissent vivre ensemble dans la paix. Vous êtes certes visionnaire, mais est-ce que on ne peut pas se dire aussi que peut-être vous êtes en relation avec les séparatistes sur le terrain pour connaître l'évolution de la crise? Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi qu'à côté d'être visionnaire, c'est parce que vous êtes en contact avec les séparatistes sur le terrain? Non, je ne crois pas que cela peut être dit. Je sais que nous vivons dans un pays où les gens ont éprouvé une certaine facilité à tirer tout le monde par le bas. Nous vivons dans un pays où les gens pensent encore que même si on est en démocratie et que la liberté de pensée et d'expression est garantie, certains voudraient que tout le monde s'aligne sur la pensée unique. Alors la pensée unique n'existe pas. Si on critique une politique qui est mise en place et qui, dans sa mise en œuvre, a abouti à la situation que nous vivons à l'heure actuelle, avec des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés internes, des dizaines de milliers de réfugiés, des villages détruits et tout ça, et des massacres qui se commettent encore, comme ça fut le cas à Gambou et même à Babanki après Gambou, il y a de quoi se poser des questions. Donc je pense que cette interpellation est tout à fait naturelle et devrait être le cas pour tout un chacun, y compris ceux-mêmes qui gouvernent, ceux-mêmes qui sont appelés à mettre en œuvre la politique gouvernementale. Ils devraient quand même s'arrêter pour se poser des questions. Si nous avons défini une stratégie pour sécuriser le pays et qu'au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, dans la mise en œuvre de notre stratégie, c'est le résultat qu'on obtient sur le terrain, est-ce qu'il ne serait pas normal qu'on fasse une évaluation de cette stratégie et qu'on essaie de trouver d'autres moyens pour atteindre les mêmes objectifs? Donc je pense que c'est tout à fait naturel et il n'y a pas de raison de penser autre mesure. D'ailleurs, j'ajouterai que je suis né dans cette zone, je suis anglophone, donc j'ai vécu, je suis né avant les indépendances, donc j'ai vécu le Cameroun occidental, West Cameroun, comme on disait à l'époque. Je suis politicologue, donc je connais la politique, l'histoire et la politique de mon pays, de mon peuple, la culture dans laquelle j'ai été éduqué, le système éducatif. J'ai fait le droit à l'université de Yaoundé, donc j'ai fait le common law. Et je connais la différence entre le common law et le civil law et le code Napoléon. Donc, même sans être politicologue, même sans être juriste, le fait d'être né dans cette partie du pays m'oblige à connaître les doléances des populations, m'oblige à m'exprimer par rapport à la gestion de la crise. Et le fait d'être aujourd'hui quelqu'un soucieux de la démocratie et de la bonne gouvernance, quelqu'un qui épouse vraiment les valeurs de la démocratie, de la tolérance, des libertés, des droits de l'homme, je suis obligé, j'ai une obligation citoyenne de me prononcer sur cette crise. Et je ferai de la même façon si c'était une crise dans l'extrême nord, si c'était une crise à l'est. Je ne laisserai pas les gens du sud être massacrés par les forces de défense et de sécurité juste parce qu'ils sont du sud, parce que moi je ne suis pas né dans le sud. Je ferai la même chose par vocation
et par mes convictions personnelles qui datent depuis plusieurs années, plusieurs décennies, avant même l'émergence de la crise anglophone. Alors, docteur Foumounio, je vais vous donner quelques noms et vous me direz quelle est l'appréciation que vous faites du rôle de ces personnes dans la crise. Ok. Paul Atangandji. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de compléter votre liste pour que je fasse une évaluation globale? Parce que je ne voudrais pas... parce que j'avais déjà dit, je crois, dans l'un de mes passages ici à STV, j'avais déjà dit que cette crise dépassait largement la dimension d'un seul ministre. J'avais dit que cette crise dépassait même la dimension du gouvernement uniquement. Parce qu'il fallait, pour gérer cette crise, les actions gouvernementales, mais il fallait aussi intégrer les suggestions, les recommandations des autres acteurs. Et j'avais même averti que la crise était en train de déborder le cadre purement camerounais. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus l'international s'implique dans les critiques par rapport à la gestion de la crise. Il y a de cela 2 semaines, vous avez parlé de Gbagbo, mais c'était la première fois que je voyais que le Cameroun et la crise anglophone apparaissaient dans l'ensemble de la presse internationale. New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, CNN, BBC, RFI, Jeune Afrique, tout le monde a parlé. Bloomberg News, Vatican News a même publié une lettre écrite par les archevêques du monde, venant de tous les continents. Les jésuites de l'Afrique et de Malgache ont publié une déclaration. Les femmes lauréates du prix Nobel ont publié des déclarations. Donc maintenant, la crise n'est plus une crise purement interne au Cameroun. Le monde, de plus en plus, devient aussi saisi par la manière dont cette crise est gérée et les dégâts qui sont commis avec les tueries et les pertes en vie humaine. Je continue la liste. Je comprends que pour la Atangandji, vous avez poussé de côté. Je reviendrai. Le cardinal Toumi. Le cardinal Toumi, c'est une personnalité pour qui j'ai beaucoup de respect, que je connais très bien, qui est toujours très généreux avec ses conseils. Chaque fois que je me déplace pour le rencontrer, pour le saluer, c'est une personnalité qui est respectée non seulement ici au Cameroun, mais à travers le monde pour le rôle qu'il a joué dans l'Église catholique. Donc, pour moi, je continue à le considérer comme une personnalité à respecter. Je regrette que le cardinal Toumi n'a pas eu l'opportunité de peser vraiment de tout son poids dans la gestion de la crise actuelle. Parce que lorsqu'il avait voulu lancer le All Anglophone General Conference, j'avais dit publiquement qu'il fallait lui laisser l'opportunité de réunir les anglophones d'abord pour voir ce qu'ils veulent au juste et comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour que leur doléance ressorte de manière coordonnée. Et c'était ça l'objectif, tel que je le comprenais, l'objectif du cardinal Toumi. Mais il a été tellement malmené dans cet effort qu'il a fini par abandonner, même s'ils ont fait des études, qu'ils ont fait un rapport, qu'ils ont déposé. Mais je crois que ça aurait été une opportunité pour porter une contribution beaucoup plus significative. Bon, maintenant, sa participation au grand dialogue, ça s'interprète différemment, mais je pense que c'est quelqu'un qui voudrait vraiment que la paix revienne et que la crise cesse en zone anglophone. Il a récemment révélé qu'il y avait une certaine accalmie dans ces régions-là aujourd'hui. Selon vous, aujourd'hui, comparant 2020 aux années précédentes, est-ce qu'il y a, comme l'a dit le cardinal, une certaine accalmie? Bon, ça dépend parce que si il y a certaines villes qui avaient vraiment à la Bresse un peu en 2019-2018, qui aujourd'hui reprennent, on voit les gens reprendre les activités. Donc on peut dire que si on prend la chose ville par ville ou village par village, il y a une certaine accalmie, mais en même temps, il faut reconnaître que
jamais par le passé, même au plus fort de la crise à Manfé, où il y a eu des tueries, ou à Kumba, ou à Kwakwa, jamais il y a eu 32 morts selon certains, ou 22 selon les Nations Unies, comme le cas qu'on vient de vivre à Gambou. Ou Jamais, selon le gouvernement. ou 5 selon certains officiels, parce que ce n'est pas tout le monde qui a parlé de 5. J'ai même vu quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas eu de mort à Gambou. Quelqu'un qui l'a dit sur un clip audio. Donc, c'est pour dire que si on veut voir les statistiques, on peut voir qu'il y a une accalmie. Mais personnellement, en ce qui me concerne, ce n'est pas une question de statistiques. Personnellement, c'est que s'il y a un Camerounais qui meurt pour une cause qui n'est pas juste, tué par un autre Camerounais, pour moi, c'est une mort de trop. Et à l'heure où nous parlons, personne ne peut nier qu'il y a le sang camerounais qui est en train de couler dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, qui est accalmie par-ci et incident par-là, pour moi, la crise reste entière. Et même lorsque les coups de feu vont cesser, il faudra aller vraiment à la racine de cette crise pour pouvoir la résoudre une fois pour toutes. Accalmie, mais il reste des poches de résistance. Je ne dirais pas de résistance, il reste des postes de conflit. D'accord. De conflit, parce que les gens sont tués de part et d'autre. Il y a des gens qui sont tués par les forces de défense et de sécurité. Il y a ceux qui ont pris les armes qui tirent aussi sur les forces de défense et de sécurité. Donc, le sang camerounais est en train de couler sur le sol camerounais, causé par d'autres Camerounais qui tirent sur leurs compatriotes. Et pour moi, c'est inacceptable, c'est indéfensable, même si les statistiques, même si, point de vue statistique, il y a une diminution du nombre de morts. Joseph John Gouté. J'ai eu le plaisir de rencontrer le Premier ministre John Gouté lundi. Il a eu la gentillesse de me recevoir en audience, on a échangé. Et j'ai trouvé qu'il est ouvert, qu'il a un style différent, il a le sens d'écoute, il veut écouter l'autre, il veut savoir, il reçoit bien les suggestions et les recommandations des autres, et il est prêt à s'engager dans une analyse, dans une conversation qui permet de voir quelles sont les options qui peuvent servir à résoudre la crise. Et j'ai même blagué en lui disant, Monsieur le Premier ministre, j'aurais souhaité que vous soyez Premier ministre il y a de cela quelques années. Peut-être que ça nous aurait épargné la crise, parce que nous ne pouvons pas oublier le fait que cette crise est allée grandissante en réaction à la façon dont elle a été gérée. Qu'en 2016, lorsque les avocats et les enseignants ont fait leur pétition, c'était la chose la plus basique. C'était même une responsabilité citoyenne. Lorsque le citoyen n'est pas content avec la façon dont il est administré, c'est à lui de faire des doléances, de les porter à l'attention des autorités. Et c'est ce que les avocats et les enseignants avaient fait à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ceux qui étaient des meneurs ont été ramassés comme ça au cours des discussions, des négociations, pour être jetés à Koningui. Les autres se sont radicalisés. Et par la suite, même quand les Ayoub Tabé, Sisseko et autres clamaient l'indépendance du Southern Cameroun et tout ça, ils n'avaient pas encore, ils n'avaient pas des armes. Eux, ils ne portaient pas des armes. Mais lorsqu'on les a pris et qu'on les a mis d'abord en détention pendant, je crois, 11 mois, ceux qui n'avaient plus de leader en tant que tels ont pris un leadership, ils ont profité du vide, et le moyen le plus facile pour eux, c'était de prendre les armes pour se défendre, et de plus en plus, on est allé de groupe armé en groupe armé. Donc c'est pour dire que avoir des personnalités qui soient ouvertes à des conversations, qui soient ouverts à des points de vue différents, qui soient ouverts à des analyses, ça peut aider à réfléchir la réflexion, à enrichir la réflexion, pour qu'à la longue, on puisse trouver des voies de sortie. On parle du grand dialogue qui a eu lieu au mois d'octobre. C'était un premier pas, c'était une étape importante. Mais moi, je me dis qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que l'acte de gouverner, c'est un acte qu'on pose au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on a signé un décret hier qu'on ne signera pas un décret demain. Ce n'est pas parce qu'on a réuni les gens à Yaoundé
qu'on n'aura pas un Yaoundé 2, ou un Yaoundé 3, ou un Yaoundé 4. Ce n'est pas parce qu'on a eu Fumban qu'on n'aura pas un Fumban 1, un Fumban 2, un Fumban 3. C'est comme ça que ça se gère les pays, parce qu'on ne peut pas envisager tous les problèmes qui vont se poser dans l'avenir. Mais il faut être dans un état d'esprit à pouvoir confronter les problèmes qui arrivent et à réfléchir sur des nouvelles solutions à des nouveaux problèmes qui se posent. Donc, pour revenir sur le fait que je trouve que le Premier ministre est ouvert, mais dans le système actuel, reste à savoir à quel point, à l'intérieur de l'appareil, il peut peser pour que le fonctionnement des appareils étatiques soit enrichi par des personnes qui n'appartiennent pas forcément à son bord politique ou à l'administration centrale. Alors, dans votre déroulé, vous avez déjà annoncé la prochaine personne, Cissokho Ayuk Tabé. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il ait encore comme une influence sur les hommes sur le terrain? Oui, je crois qu'il a une influence. Il a une influence même auprès des gens qui ne le connaissent pas. Même auprès des gens qui ne le connaissaient pas par le passé. Parce que maintenant, beaucoup de gens s'identifient à son combat. Et ils se disent, voilà une personne qui a au moins eu le courage de dire très haut les souffrances auxquelles nous sommes frappés à la base. Donc il est devenu, autre que sa personne même, autre que son propre expertise ou son leadership, il est devenu un symbole de ce dont les anglophones se plaignent depuis des décennies. Pourtant, et les gens saluent son courage. Pourtant, on constate quand même un émiettement des forces sur le terrain. Il n'y a plus de réel leadership. Elles sont émiettées et s'entretuent même entre eux. Il y a conflit entre les groupes armés. Oui, il y a conflit entre les groupes armés et ça ne devrait pas surprendre les gens qui ont étudié les conflits dans d'autres pays. Ce n'est pas des forces disciplinées, ils ne sont pas formés pour la plupart, donc on peut s'attendre à ce qu'entre eux, ils essaient de régler leur compte différemment. Mais par rapport à l'influence de Cissokho Ayuk Tabé, j'aimerais dire que dans la gestion de ces crises, il faut que les gens tiennent compte des sensibilités, surtout des anglophones qui ont été les premiers à être frappés par cette crise. N'oublions pas aussi que de 1960 à 2016, lorsque la crise a commencé, aucun anglophone n'a été tiré dessus parce qu'il se trouvait dans la zone anglophone ou parce qu'il était anglophone. Aucun village anglophone n'a été détruit relative à une cause des revendications des anglophones. Mais entre 2016 et surtout à partir de 2017, avec tout ce que nous avons vécu, il y a des traces, il y a des blessures qui ne vont pas se cicatriser d'ici demain. Et d'ailleurs, le conflit continue sur certaines parties de ce territoire-là. Est-ce que nous n'avons pas une obligation de nous projeter sur l'avenir et de nous poser la question de savoir si, à cette allure, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque les livres d'histoire vont sortir, si cette génération-là va même oublier ce qui a été fait dans certains villages, dans certains arrondissements, dans certains départements du nord-ouest et du sud-ouest pendant les 3 dernières années. Donc, Cissokho Ayuk Tabé et les gens qui ont travaillé avec lui ou qui sont dans son milieu pèsent dans ces communautés parce qu'ils ont eu le courage de porter sur la place publique les doléances dont souffraient les anglophones en silence. Alors, j'aimerais savoir, lorsque vous arrivez, je sais que lorsque vous arrivez au Cameroun, en général, vous faites un tour au village pour reconforter les populations, les vôtres. Est-ce que, quand vous y allez, vous n'avez pas peur? Lorsqu'on connaît que les kidnappings sont déjà légion de ce côté-là, est-ce que vous n'avez pas peur lorsque vous y allez? Non, ça me donne de la palpitation. La preuve en est que depuis 1 an, je ne suis plus allé. Là, on est à Douala, c'est pas évident que je puisse y aller. Je voulais aller, on m'a dit demain, vendredi, il y a ville morte à Bamenda, il ne faut pas oser. Lundi, ça risque encore d'être ghost town. Donc, je suis offusqué par cela. Je suis très frustré de ne pas avoir la possibilité d'aller au village parce que je sais
j'ai grandi dans le village, donc je sais comment les gens vivent dans le village et je sais ce que ma présence représente à ces populations-là. Non seulement ma présence, mais la présence de toutes les élites qui vivent en dehors de leurs villages respectifs. Que chaque fois qu'ils ont la possibilité d'aller vers les populations, par leur présence même, ils envoient un message très fort pour dire « vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls ». Même si on traverse des moments sombres, même si les nuages vraiment difficiles planent dans l'horizon, dans le ciel, il y a un avenir. Il faut continuer à espérer. Il y a un message d'espoir qu'on peut porter. Et à plusieurs niveaux, ça fait très mal lorsqu'on n'a plus cette facilité-là. Mais en même temps, lorsqu'on pense à ce que tous les autres ont subi, lorsqu'on pense à tout ce que les autres ont eu, lorsqu'on pense aux morts, aux blessés, aux gens qui sont dans la forêt, aux gens qui sont des déplacés internes, les enfants, on se dit sa propre souffrance, ses propres appréhensions portent peu par rapport à tout ce que cette population vit depuis les 3 dernières années. Mais docteur, pardon, on constate quand même que déjà le chairman du SDF, qui est une personnalité d'un certain rang avec une certaine influence, a été kidnappé plusieurs fois. Les kidnappings se multiplient. Est-ce que finalement les véritables causes de la revendication ne sont pas biaisées? Est-ce qu'on va encore vers ce qui était au départ? Vraiment, vous posez là une très bonne question. Parce que, vous savez, dans tous les conflits du monde, et on a vu ça en RDC, par exemple, en Sierra Leone, au Libéria, même en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a un conflit, il se développe une économie de guerre. C'est-à-dire, d'autres doléances s'ajoutent. Et les acteurs principaux qui se servent donc des armes qui sont maintenant à leur disposition pour poursuivre d'autres objectifs. Donc le kidnapping auquel vous faites allusion. Donc ce ne serait pas surprenant que lorsqu'il y a un conflit de ce genre et que l'administration n'est plus présente dans toutes les localités et que même lorsque l'administration est présente, elle est prise à partie parce que ça fait partie des doléances posées. Il faut s'attendre à ce que d'autres éléments s'ajoutent aux doléances principales. Et c'est pour cela que je continue à plaider pour qu'on revienne sur les doléances de base. Parce que si on ne vide pas ces doléances-là, les autres vont continuer à s'accrocher là-dessus et ce serait difficile d'y mettre fin. Et je pense que tant qu'on ne va pas à la cause, aux origines de ces doléances, de ces complaintes, de ce sentiment de marginalisation, ce serait très difficile d'avoir un espace où les gens pourront vaguer à leurs occupations sans gêne et sans appréhension, sans crainte particulière. Selon vous, les doléances de base n'ont pas été... Non, je pense... Aucune amorce? Non, on peut amorcer sur 10 ans, on peut amorcer sur 5 ans. La preuve en est que la crise demeure en dépit des différentes actions qui ont été entreprises. Sachant qu'elle est aussi biaisée, sachant qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus parce que si on fait une revendication et ensuite on se met à kidnapper son frère, à tuer son autre frère, est-ce qu'on est encore dans la revendication de base? Est-ce que finalement on ne va pas se dire, même si les doléances de base sont complètement résolues, ils ne vont pas continuer dans ce chemin-là? Non, mais on ne peut pas défendre les défensables, si je peux le dire ainsi. On ne peut pas justifier les kidnappings, les tueries, la destruction des biens des populations innocentes. On ne pourra jamais justifier cela. Ce que je dis seulement, c'est que la meilleure façon d'isoler et de mettre fin à ces autres actes criminels, c'est de gérer les origines de la crise. Parce que nous devrons nous interpeller tous. Comment est-ce qu'on est arrivé à prendre une population, et je peux le dire, et beaucoup de Camerounais vont le confirmer, que la population anglophone, dans le nord-ouest et le sud-ouest, faisait partie des populations les plus disciplinées de cette république.
C'était des gens qui avaient du respect pour un état de droit. C'était des gens qui respectaient le policier, le gendarme, même lorsqu'ils n'étaient pas armés. C'était des gens qui respectaient le sous-préfet lorsqu'il venait, le préfet lorsqu'il venait rendre visite. Qu'est-ce qui a fait à ce que dans 3 ans, dans 4 ans, une vaste majorité des anglophones se sent révoltés, qu'une partie se sent rébellée au point de se sentir en mesure de prendre les armes, soi-disant pour se défendre? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions? Et est-ce que nous pensons que cette marche-là, déjà, qui se sentait déjà marginalisée, ayant été habituée à prendre des armes pour se défendre, qu'il ne faudra pas trouver des voies et moyens pour les rééduquer à nouveau, pour qu'ils se sentent concernés par l'avenir? Parce que sinon, on va passer le temps à vouloir gérer le kidnapping, les rançons, à critiquer les rançons, les kidnappings, pendant que les doléances réelles continuent à s'approfondir dans les cœurs des gens. Souvenez-vous que maintenant, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a les enfants de 10 ans, de 12 ans, qui peuvent vous dire, à partir d'un coup de feu, si le coup est tiré par les Amba Boys ou par les forces de défense et de sécurité. Ça voudrait dire que ces enfants-là, qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, ils vont grandir, leur génération, ils vont grandir en sachant qu'il y a un conflit dans lequel il y a eu tant de morts, il y a eu tant de destruction, et ainsi de suite, dans la zone anglophone du Cameroun. Docteur, je maintiens le volet biaisé de cette guerre. Oui. Alors, on sait, vous êtes expert, on sait que dans tous les pays du monde, même lorsqu'il y a la guerre, les enfants vont à l'école. Alors, lorsque des écoles sont brûlées, vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas les séparatistes qui ont brûlé certaines écoles. Est-ce que là, on est encore dans la revendication? Si on décide de brûler les écoles où nos enfants vont chercher du savoir, comment on fait demain? Non, justement, c'est une question qu'il faudra leur poser. Parce que je ne suis pas dans leur logique pour pouvoir expliquer. Mais vous avez aussi utilisé un mot-clé en disant certaines des écoles ont été brûlées par les séparatistes. Donc, et les autres écoles qui n'ont pas été brûlées par eux. Le drame dans ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a une condamnation sélective des mauvais actes qui sont posés. Et que certains jubilent lorsqu'on tire sur les forces de défense et de sécurité et se plaignent lorsqu'on tire sur les Amba Boys et d'autres et vice-versa. Alors que nous devrons nous questionner sur le fait que les Camerounais sont en train de mourir sur les balles tirées par d'autres Camerounais. Nous devrons nous ressaisir pour dire, mais cette guerre, ça ne profite à personne. Si nous voulons vraiment construire, ce n'est pas en tuant les uns et les autres qu'on va construire. Mais ça, il faut dire à qui? À qui nous devrons envoyer ce message-là? À qui? Il faut envoyer aux décideurs. Il faut envoyer à la population. Il faut une plaidoyer national, généralisé. Il ne faut pas... Parce que dès qu'on se met dans une posture de condamnation sélective, on ne fait que aggraver la continuation de la crise. Parce que pour ceux qui se sentent opprimés, c'est leur sentiment. On ne peut pas dénier le sentiment qu'ils ont, parce que c'est leur sentiment. Si on commence par leur dire qu'ils n'ont aucune doléance, on ne sera pas en mesure de résoudre les doléances, donc ils souffrent, donc ils se plaignent. Donc je pense qu'il faut revoir l'approche. Parce que je me dis que même si on est à 100% avec l'État, est-ce qu'il est normal qu'un État qui a mis sur place une stratégie de sécurisation de son territoire et de ses citoyens arrive au bout de 3 ans à des résultats que nous voyons sur le terrain? Est-ce que cela est normal? Selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire? Non, mais il faut revoir la copie. Si cette stratégie... Concrètement, qu'est-ce que l'État doit faire? Nous sommes en train d'échanger après que le gouvernement des États-Unis vient de signer un accord avec les talibans.
qu'ils ont combattu pendant 20 ans, avec toutes les armes de guerre possibles, même l'armée de l'air qui lançait des bombes en Afghanistan. Ils ont conclu un accord, 20 ans après. Et les Afghans, les talibans ont tué autant d'Américains pendant cette guerre. Mais ils se sont rendus compte que c'est mieux de se retrouver et de faire la paix. Vous pensez qu'on devrait copier ça? Nous parlez de 20 ans après quand même. Non, nous sommes en train de parler au moment où le Mali envisage même de discuter avec les djihadistes pour que la paix revienne dans certaines parties du nord du Mali. Pourquoi pas tirer les leçons sur les échecs des autres et nous dire, mais arrêtons de nous entretuer. Parce que si depuis 1961, date de la réunification, jusqu'à 2016, personne n'a été tué parce qu'il est anglophone, et qu'on voit ce qui s'est passé de 2016 à ce jour, pensons-nous, pour projeter sur l'avenir, que dans 10 ans, dans 20 ans, les enfants vont oublier? Non. Ils vont se souvenir de ce qui s'est passé. Et ça fait des blessures qui ne vont pas se cicatriser d'ici peu. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut revoir la copie. Il faut une conversation qui interpelle et qui nous pousse à nous interroger sur ce que chacun essaie de faire pour que cette crise vienne à sa fin. Comprenez-vous le rôle quelque peu difficile de l'armée? Oui, je comprends le rôle difficile de l'armée. Je sais qu'une guerre asymétrique peut toujours amener à des bavures. Je comprends. Mais nous sommes aussi dans un contexte qui devrait pousser les gens les uns et les autres, lorsqu'il y a des bavures, de reconnaître qu'il y a eu des bavures. Parce que ça fait déjà 50% d'un processus de conciliation. Vous pensez que si on reconnaît qu'il y a bavure, c'est-à-dire on dit, bon, l'armée a eu tort ici, on les condamne, vous pensez vraiment que les séparatistes vont déposer aussi les armes de leur côté? Parce qu'il faut créer un environnement. Est-ce que là, on n'est pas en train de mettre l'armée régulière sur le même piédestal que les séparatistes? Mais qui aurait cru qu'on arrivera à un jour où les gens vont utiliser les deux forces dans la même phrase? Mais c'est ce qui se fait sur l'international dans les différents rapports. Et ça me fait mal en tant que Camerounais. Parce que dans une interview, justement, ici à STV, en 2012 ou 2013, j'avais dit, à l'époque, je parlais même juste de simples relations civilo-militaires, parce que je voyais comment les partis politiques étaient malmenés par les forces de sécurité pour de simples manifestations. J'avais dit qu'il faudra vraiment soigner ces relations-là pour que les populations se sentent sécurisées lorsqu'ils voient quelqu'un en uniforme. Mais si vous allez dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, les populations ont beaucoup plus peur des forces de défense et de sécurité que de ces enfants qui portent des armes avec des barbouches. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et pour dire aussi que ce n'est pas seulement au Cameroun que cela se passe, parce qu'il y a un rapport des Nations Unies qui a démontré que dans les pays où il y a ce genre de conflit asymétrique, 70% des enfants qui se font enrôler dans les mouvements extrémistes à gauche à droite expliquent leur enrôlement par une réaction aux actions négatives de forces de sécurité. Pas seulement au Cameroun, au Niger, dans d'autres pays. C'est un rapport des Nations Unies qui a confirmé cela. Ce qui voudrait dire que les forces de défense et de sécurité devraient faire attention pour gagner le cœur des populations qui cherchent à défendre. Et lorsque j'ai vu quelques articles des forces de défense et de sécurité à travers la santé militaire qui faisaient les actions pour donner des médicaments aux populations. À l'époque, à un moment, on avait parlé des forces de défense et de sécurité qui distribuaient la nourriture à Manfé et tout ça. Ça, c'est des actes qui vont dans le sens de convaincre des populations qui sont ensemble et qu'ils sont là pour leur bien et pour leur protection. Mais si, parce qu'on est frustré, parce que quelqu'un est sorti derrière une maison et il a tiré sur les forces de défense et de sécurité et on va raser la maison, ce n'est pas de cette manière qu'on va mettre fin à cet esprit de vengeance qu'on éprouve parmi les jeunes, et notamment la jeune génération. Mais docteur, on est dans une zone de guerre. Est-ce que lorsqu'on voit on a un coup de feu, on attend pour regarder s'ils sont nombreux ou est-ce que là vous n'êtes pas en train de dire que de façon pas claire que l'armée
n'est pas bonne du tout. Non, Elle est... non, je ne dirais pas du tout. Je ne dirais pas n'est pas bonne du Par tout. contre, à vous entendre, on a l'impression que... Je ne voudrais pas que quelques éléments qui commettent des actes de violation grave des droits de l'homme ternissent l'image de toutes les forces de défense et de sécurité. Donc moi-même, j'ai intérêt à ce que les forces de défense et de sécurité se comportent de la plus belle manière. J'ai intérêt à ce qu'ils posent des actes qui les rapprochent des populations. Parce qu'en fin de compte, personne ne sera tué dans ce geste-là. Vous savez, quand on parle d'une zone de guerre, et c'est là où nous avons raté la couche dès le départ. Est-ce qu'on devrait, à partir des revendications légitimes, dont le chef de l'État lui-même, le président Paul Biya, à Paris, lors de la conférence de la paix, a reconnu qu'il y avait des doléances dans les populations anglophones. Est-ce qu'on devrait partir de ces doléances pour arriver à un état de guerre au Cameroun? Nous avons raté la couche. Et maintenant, il faut revoir la copie et voir comment on peut sortir ces problématiques de la zone de conflit armé dans la zone politique et résoudre le problème comme une question politique. Tout à l'heure, je vous ai demandé, oui. Vous dites qu'on a raté. Il y a eu des revendications. Est-ce que ces revendications n'ont pas connu des solutions? Parce que je pense que s'il y a quand même, vous allez me dire que non, c'était des bouts, alors ça n'a pas été comme ce qu'on attendait. Mais s'il y a des prémices, le camp d'en face devrait aussi reconnaître, oui, celui-là a fait des efforts, moi aussi je devrais faire des efforts. Oui, peut-être que la CAMI, donc on parlait, dans certaines des villes, est une manifestation de la reconnaissance par les populations dans ces localités. Ou l'exaspération aussi, peut-être qu'ils sont fatigués de la guerre, parce qu'ils ne voient pas l'issue. À la fin, ils se disent que 3 ans après... Non, mais donnons-le quand même le crédit. Si il y a Akami, ne disons pas qu'ils sont maintenant calmes parce qu'ils sont dépassés. Parce que... Peut-être parce qu'ils ne veulent plus de la guerre. Non, justement. Donc il faut reconnaître que, ou bien parce qu'ils voient ce que vous avez estimé être des avancées, et ils reconnaissent qu'à un certain niveau, les problèmes sont... Les gouvernants sont à l'écoute et qu'il y a des solutions qui se pointent à l'horizon, ou il y a des actes qui vont dans le sens de les rassurer que leurs doléances seront prises en considération. Mais quand je dis que les doléances restent substantielles, c'est qu'il faut vraiment repenser, ou bien il faut être sensible à ce que pense l'anglophone par rapport à son appartenance à l'État-nation du Cameroun. Et il faut intégrer ça dans les différentes approches et dans les propositions de solutions que nous mettons à leur disposition. Parce qu'on peut avoir de bonnes idées, mais mal emballées, c'est mal reçu par une population déjà frustrée par la façon dont elle a été traitée par le passé. Alors, docteur Fomoyo, vous savez quand même que vous, également, vous êtes soupçonné d'être complice avec les séparatistes. Non, vous venez de me l'apprendre, je ne le savais pas. Non, je ne le savais pas, mais vous êtes soupçonné. Savez, il y a quelque chose dans notre pays, et il y a des choses sur lesquelles je parle depuis des décennies, depuis plus de 2 décennies, qui se réalisent aujourd'hui. Et à l'époque, j'ai parlé pour tout le Cameroun. Lorsque je suis allé à l'extrême nord, au plus fort de la crise de Boko Haram, et que j'ai passé 10 jours dans l'extrême nord, je suis allé jusqu'à la frontière avec le Nigeria, à Mayolo, je suis allé à Marwa, je suis allé à Ngaoundéré à Garoua, je suis allé prêcher aux enfants d'aller à l'école. Personne n'a dit que je pouvais penser quoi que ce soit. Mais quand moi, anglophone, né dans cette partie du pays, ayant grandi là-bas, quand je pleure avec les miens qui sont en train de perdre les enfants, les mamans, les vieillards, et qui n'arrivent même pas, pour certains, à les enterrer comme il se doit, certains peuvent avoir des soupçons. Vous pensez que si on était en train de tuer les gens dans le sud, je serais resté tranquille avec mon expertise et mon expérience de combattant pour les droits de l'homme? Vous pensez que si on était en train de brûler les villages dans le centre, que je serais resté tranquille? Mais comme nous avons une tradition où il est facile
de tirer les gens par le bas lorsqu'ils n'adhèrent pas à la pensée unique, je ne serais pas surpris qu'on sorte des gens pour me critiquer juste parce que je ne m'aligne pas sur leur pensée unique. Mais les décideurs, les vrais décideurs du Cameroun savent que je dis très haut ce que je pense. Ils savent que par le passé, j'ai toujours mis sur la place publique des solutions qui peuvent nous amener à faire mieux pour le pays. Ils savent que j'ai des idées sur comment le Cameroun peut rebondir et retrouver sa place. Donc, je ne m'attarde pas sur les critiques de la poubelle. Et il y a aussi des anglophones quand même qui pensent que vous êtes complice. Il n'y a pas que... Et il y a des anglophones qui appartiennent à quel groupe? Moi, je ne peux pas déterminer. Les anglophones ils disent que vous êtes complice aussi, vous êtes pour cette séparation. Donc ça m'amène à vous demander quelle est votre part de responsabilité finalement dans cette crise. Ce serait l'approche la plus facile. Ce serait la voie la plus facile pour moi de déclarer, si c'était ça mon point de vue. Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Mais lorsque vous prenez les anglophones qui avaient chanté partout dans ces républiques, qui n'avaient pas de problème anglophone, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Que certaines personnes comme moi qui ont le courage de dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas, et voilà comment il faut corriger, que j'appartiens à leur bord. Mais sauf porter l'uniforme pour aller danser au Carrefour. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils vont vous dire que j'ai toujours raison dans ce que j'ai dit, dans mes analyses et dans les recommandations que j'ai faites. Donc je ne me fie pas à ces soupçons de la poubelle, comme j'ai dit, parce que c'est là que ça appartient. Et c'est là aussi l'une des frustrations dans le milieu anglophone. C'est que les anglophones qui réussissent intellectuellement, et même sur le plan international, lorsqu'ils viennent au Cameroun, on les tire vers le bas, parce qu'on veut le mettre à leur place. Je n'accepterai jamais cela. Donc vous n'avez pas de part de responsabilité dans la crise? Non, j'ai la conscience tranquille. J'ai la conscience tranquille. Parce que même sans savoir même qu'il devait y avoir une crise, j'ai toujours pointé. Prenez le livre que j'ai fait, le petit livre, bouquin que j'ai fait en anglais et en français, qui était distribué partout sur la République. En 2013, j'avais évoqué les doléances des anglophones et j'avais dit, faites attention, parce qu'il y a des choses qui évoluent, qui devraient être gérées de façon préventive et proactive. Donc, quel intérêt est-ce que j'aurais à cacher mes intentions? Je ne serais même pas là si je n'y croyais pas à un avenir pour ce pays qui a plein d'atouts, mais que les gens n'arrivent pas à valoriser. Nous avons même vu à travers le continent des pays africains qui voulaient épouser la culture anglo-saxonne. Nous avons un pays comme le Rwanda qui s'est transformé du jour au lendemain en un pays anglophone et qui aujourd'hui se retrouve un certain bilinguisme. Nous avons vu même à côté, le président Ali Bongo à un moment voulait que l'anglais devienne la deuxième langue officielle du Gabon. Il y a des pays qui recherchent la culture anglo-saxonne, la langue, la civilisation juridique pour améliorer leur fonctionnement. Mais voilà que le bon Dieu nous a donné, et au lieu de fructifier cela, au lieu de valoriser cela, au lieu de voir ce qui marche pour que les autres 8 régions du pays puissent en bénéficier, on passe tout son temps à voir quel anglophone casser aujourd'hui, qui est-ce qu'on a cassé hier, et comment diluer l'image qui porte sur l'international. Non, je n'accepterai plus ça. Et la mentalité des anglophones a beaucoup évolué depuis cette crise. Les gens sont prêts à mourir que d'accepter que leur honneur soit traîné dans la boue. Alors, des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU estiment que les séparatistes ont transformé une lutte qui aurait dû être pacifique en des pratiques terroristes causant mort et entre autres dommages. Ils n'épousent donc plus la cause séparatiste. Est-ce que vous comprenez cette attitude? Oui, ça peut se comprendre, mais est-ce qu'ils avaient à un moment donné épousé la cause des séparatistes? Parce que s'ils disent aujourd'hui ils n'épousent plus, c'est comme si lorsque les gens sont sortis en septembre, le 22 septembre 2017, ils avaient été épaulés. Tout le monde avait vu les images. Les gens étaient sortis comme ça avec les fleurs de la paix. Qu'est-ce que les gens avaient dit? L'une des images qui me reste en tête, c'est lorsque j'ai vu les images des gens qui marchaient de Muyuka sur Boya le 22 septembre. Ces gens-là étaient accompagnés
par les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Mouyouka. Parce que j'ai vu sur les images les gendarmes qui marchaient à côté des gens pour les encadrer. Et de Mouyouka jusqu'à Boya, c'était vraiment dans la paix. Les gens avaient l'arbre de la paix, ils chantaient, mais ils marchaient. Ils allaient à Boya, où se trouve le chef-lieu du département et le chef-lieu de la région. Et c'était paisible jusqu'au moment où ils sont arrivés à Boya, où on a tiré, et puis la bagarre a commencé. Donc, les gens sont frustrés, et ça se comprend. Ils devraient être frustrés par le fait que maintenant, il y a toutes sortes d'atrocités qui se commettent dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Mais est-ce qu'il n'est pas tard? Est-ce que les amis du Cameroun n'auraient pas pu intervenir avant même septembre 2017 pour nous permettre de trouver une voie de sortie sans qu'on arrive à ce point où les gens ont appris à exercer un certain pouvoir parce qu'ils ont les armes à main? Mais vous avez quand même apprécié le grand dialogue national. Est-ce que ce n'est pas une avancée? C'est une avancée, mais ce n'est pas la finalité. Oui, je dis Oui, une avancée. Oui, c'est une avancée. Et ce que j'explique aux gens, c'est que la gouvernance, c'est un acte qu'on pose au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on a tenu un grand dialogue hier, en octobre, à Yaoundé, qu'on ne tiendra pas un deuxième, qu'on ne tiendra pas un troisième pour d'autres questions qui vont se poser à l'horizon. Donc c'est une avancée, mais on ne peut pas rester les bras croisés, surtout que depuis la tenue du grand dialogue, les atrocités continuent sur le terrain. Avant le grand dialogue, il n'y avait pas Gambou, il n'y avait pas Babanki. Mais on vit ça aujourd'hui et on va devoir pouvoir gérer. Donc ça voudrait dire que quelque part, même si cette avancée a été faite, il y a encore des choses qui demandent une attention particulière pour qu'on puisse mieux gérer cette crise. Mais une avancée à laquelle vous avez refusé de participer. Vous étiez invité au Grand Dialogue National, vous étiez président d'une commission, la commission 5, chargée reconstruction et développement des régions touchées par le conflit. C'est une commission plutôt importante. Pourquoi vous avez répondu aux abonnés absents? Non, je crois que j'avais reçu l'invitation et j'avais marqué mon acceptation de participer, en disant même, je l'ai dit, que c'est une responsabilité civique, citoyenne, à tout Camerounais qui voudrait que la crise cesse de venir participer. Donc j'étais dans cette disposition d'esprit, mais j'ai demandé qu'on m'envoie le matériel didactique pour que je puisse mieux préparer ma contribution. Mais comme je n'ai jamais reçu ce matériel pour me permettre de me préparer, là où je suis, j'estime que lorsqu'on m'invite à participer, on veut que je vienne avec des suggestions concrètes, que je vienne porter une contribution, pas pour faire valoir, pas pour jouer à la galerie. Et quand je n'avais pas reçu ce matériel, je me suis dit, est-ce que je pourrais vraiment en 5 jours, avec 500 personnes, gérer une crise dans laquelle il y a eu déjà des morts d'hommes et une crise qui connaît cette gravité avec des doléances qui datent de 1960-61. Et effectivement, ce qui a été fait, mais il faut se rendre à l'évidence que beaucoup reste à faire parce que la crise demeure. Donc, quelque part, je dirais même qu'au lieu de s'attarder sur ce qui a eu lieu pendant le grand dialogue, qu'on voit maintenant là où ça a réussi, mais qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les atrocités et les tueries continuent. Comprenez-vous donc ceux qui pensent que vous jouez un double jeu? Parce que il y en a qui disent que vous n'êtes pas venu parce que vous aurez flairé le piège, vous ne voulez pas décevoir un camp ou l'autre. Non, c'est pas pour quelqu'un qui prend des positions qui parfois plaisent à certains, même au niveau étatique, à travers le continent, on peut vous le dire. Pourquoi est-ce que j'hésiterais à mettre mes idées à contribution en pensant que ça va plaire à un camp ou à un autre? Lorsqu'on a deux camps, sûrement, je ne pourrais pas dire des choses qui seront à 100% en faveur d'un camp. Moi, l'intérêt, c'est que la crise soit jugulée. S'il faut, dans la démarche, remettre en question les positions des uns et des autres, il faudra le faire. Le plus important, ce n'est pas de plaire aux personnes, ce n'est pas de plaire aux positions prises par le passé, c'est de résoudre la crise. Donc si c'est ça l'objectif et que tout le monde travaille dans ce sens, sûrement il y en a qui seront critiqués, il y en a qui seront applaudis, mais si la finalité c'est d'arriver
à la résolution de la crise, mais est-ce que cela ne sera pas bénéfique pour le pays? Donc, je n'étais pas dans un calcul quelconque. La preuve en est que certains qui ont participé pendant les 5 jours à la sortie ont manifesté leur frustration parce qu'ils n'ont pas pu porter la contribution dont ils s'attendaient. La preuve aussi, c'est que depuis lors, il y a encore des choses à faire. La crise demeure, elle s'aggrave, et il est temps qu'au lieu de se focaliser sur le passé, on continue à mettre des efforts pour que cette crise soit résolue une fois pour toutes. Mais vous, avec votre background, vous avez résolu les crises dans de nombreux pays africains. Pensez-vous qu'à un moment, la raison de l'absence de matériel didactique soit une raison valable pour justifier votre absence? Si j'avais... C'est le Cameroun, c'est votre pays d'abord. Oui, et c'est justement ce que j'avais dit. Et je pense que les personnalités à qui j'ai dit ça pourront témoigner que j'ai dit que c'est une responsabilité civique. Donc, de prime abord, j'ai dit, je salue l'invitation, c'est une responsabilité civique. Tout un chacun doit se mouiller le maillot pour qu'on arrive à travailler pour que cette crise-là cesse. Mais si j'avais à gérer l'intégralité de ce processus, j'aurais abordé ça différemment. Vous ne pouvez pas, en 5 jours, mettre dans une même salle 500 personnes venant d'horizons divers pour gérer une crise dont certains des participants ne maîtrisent même pas les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Donc, il y a un travail préalable qui devrait être fait, pas seulement les consultations qui ont eu lieu dans la dernière semaine à la précipitation, mais un travail même fait à la base. Très souvent, vous savez, j'ai eu la chance de participer dans le dialogue intercongolais avec le président Ked Messeri du Botswana, à qui le dossier congolais avait été confié à l'époque. Mais il y a eu plusieurs sessions de rencontres. Parfois, avant même de ramener les gens dans la capitale, on fait des rencontres dans les périphéries, on associe les populations, ce qui fait que lorsqu'on vient finalement pour les dernières retrouvailles, c'est une célébration de ce sur quoi les gens sont déjà d'accord. Mais je ne voyais pas comment en 5 jours, avec 500 personnes, on pouvait gérer cette question et sortir avec des résolutions innovatrices par rapport aux choses que le gouvernement faisait déjà, ou bien aux choses que le gouvernement aurait pu même proposer sans réunir les gens dans une salle. L'une des choses bénéfiques que je retiens de ce dialogue, c'est que ça a démontré aux autorités que les Camerounais ont besoin de se parler et que les Camerounais apprécient des opportunités pour se parler. Donc, l'un de mes conseils serait qu'ils multiplient ce genre de rencontres parce qu'on a senti que les gens voulaient se parler. Et là, vous allez venir? Mais en dehors de cela, les résolutions, pour la plupart, c'est des résolutions, des actions que les gouvernements auraient même dû prendre avant sans attendre le grand dialogue. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, le fait que les atrocités continuent, que la crise demeure, démontre qu'il y a encore du travail à faire. Alors, que pensez-vous des thèmes de la thématique du grand dialogue national? Maintenant, c'est du passé. Et comme j'ai dit, comme je ne voudrais pas, focaliser de ce qui s'est déjà passé, je suis beaucoup plus focalisé sur ce que nous pouvons faire maintenant et dans l'avenir. S'il y a un grand dialogue, vous viendrez? S'il y a une deuxième alternative qui est abordée différemment, pourquoi pas? Rien ne m'exclut et je suis vraiment dans une disposition proactive, prêt à œuvrer pour qu'on mette fin à cette crise. L'une des critiques qui a été faite, c'est le fait que le dernier grand dialogue n'était pas inclusif, que tous les sujets n'étaient pas débattus. Là, au moins, nous savons les sujets qui n'ont pas été débattus. Nous savons les personnalités qui ont été exclues. Ne pouvons-nous pas trouver une autre formule qui donne une autre plateforme où ces personnes qui ont été exclues peuvent se sentir aussi concernées par la recherche de solutions de sortie de crise? On peut le faire. La gestion de l'État, c'est ça. À ce grand dialogue, on a eu le chairman du SDF, on a eu le cardinal Toumi, on a eu Eric Ginger, on a eu le docteur Simon Monzo, on a eu des populations qui étaient dans la brousse, qui ont déposé les armes. Est-ce qu'avec cette coloration, on ne pourrait pas quand même avoir une unanimité? Non, mais moi, la question que je me pose, c'est à l'inverse. Pour dire, si on a eu toutes ces personnalités et que depuis lors, la crise demeure,
que devons-nous faire Mais davantage? docteur, on a l'impression, qu'est-ce qu'on doit faire? On croise les bras? Est-ce que ça veut dire que tout ce qui est fait en amont ne sert à rien? Non, au contraire, Oui. on consolide ce qui a été acquis et on se pose la question sur ce qui reste à faire. On ne peut pas se satisfaire parce qu'on a tenu un grand dialogue alors que le problème demeure. C'est comme vous donner un exercice, par exemple, à votre fils ou à votre fille, sur 10 problématiques, elle réussit dans 7, vous la félicitez d'abord, vous dites voilà, les 7, vous les avez eus, maintenant travaillons-nous sur les 3 qui restent pour voir pourquoi vous n'avez pas eu 10 sur 10. C'est dans cette logique que j'essaie de dire que si jusqu'à présent la crise demeure, on voit ce qui a été réalisé pendant le grand dialogue et on trouve une autre formule pour que ce qui reste à faire soit intégré dans la recherche de solutions. Mais il faut déjà saluer le début. Je l'ai fait, je l'ai dit. J'ai dit c'est une étape importante. Je vais quand même revenir sur le grand dialogue. Il y a eu les débats autour de... Certains se sont plaints que le débat autour de la forme de l'État n'a pas été soulevé. Alors, décentralisation, fédéralisme, sécession, quelle est votre position à vous? Ma position, je pense, est très rationnelle. Parce que lorsqu'on s'attache à des gros mots, on peut donner le gros mot, on peut même mettre ça dans la Constitution, on peut mettre ça dans une loi, mais on peut vider la même chose de sa substance. Et ça n'aura pas l'effet sollicité. Si nous-mêmes, on dit aux anglophones surtout, mais on se dit qu'il ne faut pas trop s'attacher à ce que nous avons hérité de l'époque coloniale. Il faut penser l'avenir. Pourquoi refusons-nous de débattre des questions qui peuvent nous permettre ensemble de reconstruire ou de construire l'avenir? La forme de l'État. Pourquoi est-ce qu'il serait nuisible de parler de la forme de l'État? Si la forme actuelle dont fonctionne l'État est la meilleure, pourquoi ne pas saisir une opportunité pour expliquer à ceux qui ont des idées différentes que voilà ce que vous avez, c'est vraiment la meilleure forme de l'État? Pourquoi est-ce que ça doit faire l'objet de frustration? Donc on refuse ce que nous avons hérité de l'époque coloniale, mais on refuse en même temps de nous asseoir pour confectionner quelque chose qui répond à nos désirs de maintenant et aux projections que nous faisons pour le pays, pour l'avenir. Donc pour moi, la forme de l'État est à discuter. Vous, quelle est votre position? On n'est plus dans le grand dialogue national. Vous, aujourd'hui, décentralisation, fédéralisme, sécession, quelle est la position du docteur Christophe Fomuyou? Moi, je pense que la décentralisation ne va pas résoudre l'équation de l'État jacobin que connaît le Cameroun. Ça ne va pas résoudre l'équation. Ce n'est pas pour cela que les milliers de personnes sont mortes. Et certaines des personnes qui sont encore vivantes dans ces zones-là ont internalisé le fait que la forme de l'État qui existait avant était mieux que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Donc pour les convaincre, oui, il faut s'asseoir avec eux et leur expliquer pourquoi ils sont mieux répartis aujourd'hui par rapport à ce qu'ils pensaient ou bien par rapport à ce qu'ils ont vécu par le passé. Donc, ayons cette discussion sur la forme de l'État et nous pouvons même trouver une formule qui ne va pas seulement arranger les anglophones du Cameroun, mais même les autres parties du pays qui pourront tirer des leçons. Donc, moi je suis... Parce qu'à un moment donné, par exemple, le fédéralisme, un ministre a sorti un texte pour dire qu'on ne pouvait même pas parler du fédéralisme au Cameroun. Vous vous rendez compte? Et maintenant, est-ce qu'on peut poser la question aux gens de savoir si en décentralisation, fédéralisme, séparation, ils ont des choix? Non, moi je dis il faut avoir une discussion ouverte, il faut consolider les populations, il faut être à l'écoute, il faut essayer de voir ce dont s'ouvrent les populations, ce qu'ils réclament, et voir comment on peut résoudre le problème et comment on peut répondre à leurs attentes. Parce que si on fait la décentralisation et on finit par nommer les gens, on finit par avoir un cadre électoral qui n'est pas propice et on manipule les élections, même les élections locales, vous finirez par des personnes qui seront là, qui vont animer toujours les mêmes frustrations
pour lesquels les populations se plaignent aujourd'hui. Et dans quelques années, les mêmes problèmes vont ressurgir. Et on débat une fois pour toutes. Pourquoi ne pas avoir un Fumban 2 ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Si on a un Fumban 2 aujourd'hui, est-ce que nous pensons réellement que le Cameroun va disparaître de la carte du monde ? Non ! Nous allons nous asseoir et discuter sur le Fumban 2. Qu'est-ce qui a marché sur le Fumban 1 ? On note, on dit, bon, voilà, nous allons consolider ceci. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Faisons un Fumban 2, on débat de cela, on trouve un consensus et tout le monde est heureux. Nous sommes des êtres humains. Le Cameroun, là, l'espace là, ne va pas disparaître. Donc, nous allons vivre. Donc vous êtes pour le fédéralisme ? Non, je n'ai pas dit que je suis pour le fédéralisme. Je suis pour une discussion, une écoute. D'abord, la cessation des hostilités, la reconnaissance du fait que l'option militaire n'est pas l'option à résoudre cette crise. Au contraire, que ça va créer des blessures qui vont prendre du temps, des décennies à se cicatriser, et que c'est un problème politique. Il faut remettre cette équation dans l'espace politique et trouver des moyens politiques pour que les gens s'assiedent et se sentent concernés par ce débat, au lieu de recevoir des instructions, des ordres, des manipulations qui viennent de l'État centralisé, pensant que ça va pouvoir résoudre l'équation. Si à la fin de la discussion, on trouve un consensus pour qu'on reparte sur les bases d'un État fédéral, ce serait un consensus auquel les gens auraient participé. Et chacun va mettre sa contribution pour que ce fédéralisme marche. Vous pouvez même avoir un fédéralisme sur le papier et que ça ne marche pas parce que l'État central aurait vidé tout de son contenu. Donc, les gros mots, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abord d'arrêter les hostilités, qui est une accalmie, qu'on arrête les tueries, qu'on arrête des actes d'atrocité, que pour une fois, on parle du Cameroun en bien. Est-ce que vous comprenez la présence des forces de défense sur le terrain? Je le dis en tenant compte, par exemple, des minorités. On sait que dans le nord-ouest, il y a, par exemple, les Mbororo. Est-ce que vous comprenez que ces personnes-là puissent avoir besoin des militaires pour se protéger, eux, sachant qu'ils subissent aussi des atrocités de la part des séparatistes? Vous savez, peut-être que si je n'avais pas fait le droit, je serais allé dans les forces armées. J'ai fait le service militaire à l'époque, à notre époque. Il y avait la préparation militaire. J'ai fait la préparation militaire. J'ai encore mon diplôme de cette époque-là. Donc, je donne des cours au centre des études stratégiques pour l'Afrique, au CESA. Donc, c'est un électorat, c'est une communauté avec laquelle je sympathise. Je fais la plaidoirie pour la sécurité en Afrique. Je porte des contributions pour le renforcement des capacités des forces des services de sécurité et de défense. Donc ce n'est pas une communauté avec laquelle j'ai des hostilités particulières. Je comprends la compréhension des minorités. Ça, c'est une évidence. Mais les anglophones sont une minorité dans l'espace camerounais. Est-ce qu'il ne faut pas prêcher par l'exemple? Vous savez, je veux vous le dire franchement, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent diviser les anglophones entre eux. Ils vont dans le département de Menchum, dans le Woum, où il y a les Bororo. Ils veulent maintenant que les Bororo se considèrent à part et les communautés indigènes se considèrent à part. Et ils essaient de tisser une confrontation entre les différentes communautés. Ils font la même chose à Kambé. Ils vont dans d'autres villes, ils trouvent des anglophones qui se sont déplacés des autres villages pour aller là-bas. Ils disent, mais ceux-là ne sont pas des indigènes, ils sont des autochtones, ou je ne sais pas le vocabulaire qu'ils utilisent. Et en même temps, le matin, ils disent qu'il faut vivre ensemble. Ils pensent que ça ne se voit pas. Les gens le voient. Et ils disent, mais voilà la division qui nous a fauchés par le passé. Donc nous devons faire attention. Vous savez, c'est comme vous êtes dans une école et que les preneurs d'otages viennent prendre les enfants en otage dans une école. Vous êtes commissaire de police ou commandant de gendarmerie. Est-ce que vous allez raser cette école parce qu'il y a les raviseurs là-dedans? Non. Ils sont armés, mais ils ont pris les enfants en otage. Votre objectif, c'est de sauver les enfants. Donc vous allez négocier, même s'il faut négocier pendant 48 heures
60 heures, une semaine. Vous allez tout faire pour que les ravisseurs sortent sans tirer sur un enfant. Et c'est comme ça qu'on gère les crises de ce genre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des ravisseurs que je vais envoyer un bulldozer en disant raser ces corps pour qu'on rattrape, surtout que ces ravisseurs sont de mauvaise réputation, ils sont capables de tuer les enfants. Mais en le faisant, je vais tuer quelques enfants. L'opération pourra tuer quelques enfants. Donc, c'est cette logique-là. Je pense qu'il faut se remettre en cause si on veut faire mieux et voir ce qui a marché et ce qu'il faut corriger. Là, c'est que vous dessinez le scénario de Ngarbou? Oui, je parle de Ngambou, je parle de ce qui se passe dans le Menchum, où il y a beaucoup de morts. Et même certains commentaires que je vois passer, comme quoi certaines minorités sont exposées à des risques de poursuite par d'autres communautés. Jusque-là, je ne cerne pas bien la différence, ou alors là, vous faites la délimitation entre l'armée qui est là pour protéger d'abord les populations et le fait que vous disiez que bon, il faut arrêter tout. Ça veut dire que l'armée doit quitter le terrain, ça veut dire que ceux qui comptent sur l'armée pour se protéger, ils doivent partir aussi. Qu'est-ce que je dois comprendre là? Oui, il faut comprendre que il y a une façon dont on peut sauver les communautés, il y a une façon dont on peut protéger les communautés sans commettre des gaffes. Vous savez, l'ancienne police de l'ancien Cameroun occidental, West Cameroun Police Force, ne portait pas les armes. Mais ils veillaient sur la discipline. Et ils arrivaient à arrêter les bandits et les criminels sans porter les armes. Donc, les deux choses ne sont pas mutuellement exclusives. On peut protéger les populations sans commettre de gaffes ou limiter au moins les gaffes et renforcer dans la tête de ces populations qu'on est là pour les protéger. Deuxièmement, lorsqu'on a des groupes armés qui ont pris les armes prétendument pour défendre certaines populations, c'est plus facile de convaincre ces populations en résolvant les doléances de ces populations pour ne pas donner de raison d'être à ces personnes en armes et éventuellement les désarmer, que de se mettre dans une face-à-face où on tire des balles alors que les populations se trouvent au milieu. Donc c'est une question de méthode. Vous pensez que les séparatistes sont là pour protéger la population aussi? Mais c'est ce qu'ils disent. Non, donc ils défendent leur territoire ou ils défendent la population? Non, ils disent à ces populations, j'imagine, parce que je ne suis pas dans les conversations, mais pour vivre dans ces populations, ils doivent trouver des arguments pour expliquer aux populations pourquoi ils portent des armes. Ou alors utiliser la frayeur, ou alors terroriser les populations. Non, parce que c'est des gens qui... L'histoire du Cameroun est encore récente. Nous tous, on a vécu l'histoire. Les gens ne prenaient pas les armes au départ. Quand les tueries ont commencé, les premiers tirs à balles réelles sur les gens ne venaient pas de ces enfants-là. Donc vous voulez que l'armée évolue dans un espace où ils savent qu'en face, il y a des hommes en armes, qu'ils avancent sans armes? Non. Est-ce qu'à ce moment, venir dire aux gens d'en face, ne tirez pas, nous on n'a pas d'armes, est-ce qu'ils vont comprendre? Non, je pense qu'un État a plusieurs instruments dans sa boîte, comment on dit, sa boîte de réparation, en fait, dans sa boîte d'outils. Oui, un État a plusieurs instruments, plusieurs leviers sur lesquels il peut tirer avant même d'arriver à l'utilisation de la force. Je ne demande pas aux militaires d'aller dans les villages en pantalon, jean, en disant « nous sommes vos amis, sortez pour qu'on se voie ». Il y a plusieurs instruments qui peuvent être utilisés. Le premier étant de reconnaître que ce conflit est un conflit politique et que cette crise est une crise politique qui devrait être sortie du champ sécuritaire pour être résolue dans un cadre politique. C'est pour cela que je me suis servi de l'exemple des ravisseurs qui prennent une école en otage.
Alors, pour revenir sur le drame de Ngarbou, est-ce que vous avez mené votre enquête, vous? Non, je n'ai pas mené l'enquête parce que depuis l'événement, je pleure comme ceux qui ont perdu les leurs sur place. Je suis encore dans cet état d'esprit très émotif par rapport à ce qui s'est passé à Ngarbou. Et en plus de tout ce que j'ai comme anglophone né dans le nord-ouest et tout ça, je suis aussi... j'ai un titre honorifique dans le Ndonga Mantoum, le Tafomi, qui est un titre honorifique dans le département de Ndonga Mantoum. Donc, je suis encore dans cet état de deuil, pour ainsi dire. Et je ne pense pas pouvoir tout seul mener une enquête de cette envergure. Ce qui s'est passé là-bas est vraiment dramatique. Il va falloir que l'enquête soit transparente et ouverte et qu'on puisse voir que effectivement par la suite il y a des réparations, il y a les coupables qui répondront de leurs actes parce que c'est des drames qui vont laisser des séquelles pendant des années. Alors l'ONG Human Rights Watch a fait son rapport et parle de génocide. Comprenez-vous cela? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a génocide? Mais c'est un mot qu'on n'utilisait même pas par rapport au Cameroun en 2016. Même en 2017. Est-ce que vous pensez qu'on doit l'utiliser dans ce contexte-là? C'est pour dire que nous avons intérêt à ce que ces crises finissent vite. Parce que plus ça tarde, plus il y a des actes de cette envergure, plus les gens sont tentés ou appelés à parler de massacres, à parler de génocide. Donc nous devons tout faire pour juguler cela. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a un consortium d'universités africaines, européennes, Amérique du Nord, qui se sont mis ensemble pour inventorier toutes les atrocités commises au Cameroun, que ce soit par les Amba Boys ou toutes les atrocités commises au Cameroun. Et ils sont en train d'inventorier. Avec la nouvelle technologie des satellitaires, ils sont en train de documenter toutes les atrocités commises au Cameroun. Je n'aimerais pas que dans un rapport sur le Cameroun, on fait un listing de toutes ces atrocités pour un pays qui était bien, qui était paisible. Vous savez, il y a même des gens aujourd'hui qui parlent de la Cour pénale internationale. Justement, j'allais vous demander, puisqu'on parle de génocide, déjà je voudrais savoir, est-ce que selon vous, il y a lieu de dire qu'il y a génocide et pousser le bouchon jusqu'à la CPI? Non, pour le mot génocide, c'est un mot, c'est lourd. Comme génocide, c'est un mot qui ne devrait pas être prononcé à la légère. Et je ne peux pas, sans avoir mené moi-même avec toute une équipe, documenter des actes pour pouvoir me prononcer là-dessus. Je suis même froissé que dans certains milieux, le mot soit balancé comme ça, avec légèreté. C'est lourd. Nous savons ce que le Holocauste représente pour le monde entier. Je ne pensais même pas qu'on arrivera à un moment où le mot génocide sera utilisé avec le mot Cameroun dans une même phrase. Mais cela se passe, ça devra nous interpeller. Il y a des gens qui parlent de la Cour pénale internationale. Et je sais que le Cameroun n'est pas État membre de la traité de Rome, du traité de Rome. Parce que le Cameroun a signé, mais le Cameroun n'a pas encore ratifié. Mais il y a des précédences. On a vu tout récemment en Birmanie, où le cas des réfugiés Rohingyas, ou même Aung San Suu Kyi, qui est lauréate du prix Nobel, a été obligé d'aller témoigner. Et je ne voudrais pas que cela arrive pour le Cameroun. Mais plus cette crise demeure, plus les gens pensent dans ce sens, plus il y aura des réactions qui vont se prendre, et pas de manière agréable. Et c'est ce que j'essaie de dire, jusqu'à perdre ma voix, en débit de petites critiques, de poubelles que les uns et les autres peuvent jeter. Je dis, mais à la longue, on se demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir des solutions qui vont aboutir au bien-être de tout le monde? Comment entrevoyez-vous la suite? Au regard du contexte actuel, comment entrevoyez-vous la suite? Si j'avais la baguette magique, je l'aurais balancée pour que tout s'arrête. Mais je pense que la suite ne viendra que par une ouverture d'esprit, par
des actions qui vont aller dans le sens de voir ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas dit le mot, trouver une formule. Ça ne peut pas manquer, ça a marché ailleurs. Même en passant par des intermédiaires reconnus, réputables. Trouvons moyen pour que tous ceux qui ont droit au chapitre puissent avoir leur mot à dire. Parce que vous vous rendez compte, même pour des petits gestes, lorsque vous écoutez quelqu'un qui vient se plaindre à vous, le fait même de l'écouter, de prendre le temps de l'écouter, c'est comme si vous avez résolu son problème. Prenons le temps, écoutons les uns et les autres, trouvons des formules pour que les gens puissent s'asseoir et discuter, parce que cette crise est politique, elle ne sera résolue que dans le cadre politique, ce qui voudrait dire dans le cadre des négociations et d'un consensus, du consensus qui pourra en sortir. Et ce sera fait avec ou sans ce régime? Je souhaite que ça soit fait maintenant. J'aurais souhaité que ça soit fait hier. Mais j'ai des appréhensions. Parce que avoir les gens qui, dans les années 60, 70, 80, 90, ont contribué à ce que la crise soit ce que nous la connaissons aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions si les mêmes personnes seront en mesure de réaliser qu'effectivement ils ont été fautifs par le passé et de reconnaître leur mea culpa. J'ai été impressionné, je vous le dis, j'ai été impressionné lorsque le président Paul Biya, à Paris, lors de la conférence de paix, a reconnu que par le passé, les efforts par rapport à la communauté anglophone n'ont pas réussi dans l'objectif qui s'était fixé. C'était une reconnaissance en Télémundo, tout le monde a vu. Ça, c'était un pas important. Maintenant, en droit anglo-saxon, law of equity, law of restitution, lorsque vous reconnaissez avoir fait de tort à quelqu'un, il faut réparer le préjudice. Il faut le remettre dans un état d'esprit où il va se sentir récompensé par rapport à ce qu'il a perdu pour que vous soyez au même niveau de conversation. Sans cela, ce sera difficile. Vous pourrez même faire tous les gestes possibles. Mais tant que les gens ne sont pas dans un état d'esprit où ils ressentent que ce dont ils ont été privés pendant un certain temps leur est revenu, ce serait très difficile de retrouver l'adhésion de tout un chacun. Donc ce n'est pas possible avec ce régime. Est-ce que vous avez des propositions en termes de ressources humaines? Non, j'ai des doutes. C'est pour cela que j'ai parlé des intermédiaires. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, la confiance totale que la plupart d'anglophones avaient dans ce régime. J'étais ici, à Douala, en 82. Nous avons applaudi l'arrivée du président Biya. Nous avons marché sur les roues. Les gens sont sortis ici à Douala, moi parmi. Au jour d'aujourd'hui, si vous faites un sondage d'opinion dans le milieu anglophone, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, il faut trouver des intermédiaires qui puissent concilier les uns et les autres, qui puissent ajouter même dans l'emballage, dans le contenu de ce qui sera ouvert, pour que les populations soient rassurées qu'effectivement, leurs doléances ont été prises en considération, ça a été résolu comme un problème politique, et le résultat est un résultat qui fera plaisir à l'immense majorité des Camerounais, y compris sa minorité anglophone, qui est une minorité assez substantielle. Selon vous, quelle est la meilleure hypothèse en termes de ressources humaines? Par rapport... Puisque fatalement, ce régime finira par passer, selon vous. Non, je pense que même si le régime passe, même ceux qui pensent pouvoir être à la place du régime, s'ils n'intègrent pas le fait qu'il y a des doléances réelles dans le milieu anglophone qu'il faudra résoudre à la base, sans essayer de tirer sur des individus, sans essayer de dénigrer tous ceux qui ne sont pas dans la pensée unique, le problème va demeurer. Parce que ceux qui sont déjà partis d'ici ne reviendront pas physiquement, c'est-à-dire ne reviendront pas. Je doute même que ceux dans les camps de réfugiés vont revenir d'ici tôt. Certains vont finir dans les camps de réfugiés comme le président de Rwanda, Paul Kagame. Il a grandi comme réfugié, toute sa génération. Mais cela n'a pas empêché qu'à un certain âge, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que nous sommes des réfugiés? Retournons dans notre pays. Donc si nous voulons résoudre le problème maintenant, c'est maintenant qu'il faut le résoudre à fond, avec le régime, ou après le régime, ou avec d'autres, avec la contribution de tout le monde, pour que ce soit une finalité qui va nous rassurer que l'avenir est mieux que ce que vivent ceux qui se plaignent en ce moment. Ou avec vous-même? Non, je crois que cette question n'est pas d'actualité.
Parce que le plus urgent à l'heure actuelle, c'est de mettre fin à cette crise, c'est de mettre fin aux tueries, à ce que le sang cesse de couler. Et si on construit une nouvelle Cameroun, dans un contexte différent, tout un chacun va apporter sa contribution. C'est la fin de cette émission, Dr Fomugno. Merci encore. À moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour échanger avec vous et avec vos téléspectateurs. Et à remercier STV aussi pour le travail que vous faites, parce que ce contexte n'est pas facile. Je sais que parfois les journalistes n'ont pas l'opportunité d'aller sur le terrain, c'est délicat. Donc l'accès même à l'information pour vivre les réalités de ce que vivent les populations dans ces zones-là est difficile. Mais STV, vous faites votre maximum pour faire parler de cette crise, pour amener les gens à réfléchir autrement sur la recherche de solutions. Et je tiens vraiment à vous remercier pour ces efforts et à vous encourager pour le travail du journalisme qui fait partie des piliers de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc merci une fois de plus. Merci, docteur. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.